le 10 novembre 1943. 6h32 du matin. Atoll de Tarawa, île Gilbert. L'oberlieutenant Klaus Richter, observateur militaire allemand attaché aux forces japonaises, pressa ses jumelles de campagne contre ses yeux et observa quelque chose qui défiait sa compréhension du combat d'infanterie. Des marines américains avançant sur 800 mètres de plage découverte engageaient les positions défensives japonaises avec des tirs de fusil qui atteignaient des taux de réussite qu'ils n'avaient jamais vus en 4 ans de guerre. À travers la fumée et le chaos de l'assaut amphibie, Richter observa les marines tirer depuis des positions instables dans l'eau jusqu'à la taille, tout en subissant les pertes infligées par les mitrailleuses japonaises. Pourtant, leurs tirs de riposte éliminaient les défenseurs japonais avec une précision qui semblait impossible dans ces conditions. Un fusilier de marine, debout dans les vagues qui se brisaient contre ses jambes, a tiré 3 coups de feu sur une position de mitrailleuse japonaise à 600 mètres de distance. Les 3 tirs ont frappé dans un cercle de 60 cm autour de la meurtrière. La mitrailleuse s'est tue. Un autre marine, accroupi derrière un Amtrak en panne, sous le feu de plusieurs directions, a engagé 3 positions japonaises distinctes en succession rapide. 9 tirs. Richter a compté 9 soldats japonais qui ont cessé de tirer. La probabilité mathématique de cette précision dans des conditions de combat violait tout ce que Richter avait appris sur le tir d'infanterie dans les écoles de formation de la Wehrmacht. Ce soir-là, Richter a envoyé un rapport classifié au quartier général du renseignement militaire allemand à Berlin. Les Américains ont déployé une nouvelle catégorie de soldats d'infanterie dont les capacités de tir dépassent tout ce qui a été documenté jusqu'à présent. Ces soldats, identifiés comme des marines des États-Unis, démontrent des taux de précision dans des conditions de combat que les services de renseignement allemands avaient évalués comme réalisables uniquement par des tireurs d'élite spécialisés utilisant des fusils à lunettes depuis des positions préparées. Les marines obtiennent une précision comparable en utilisant des fusils standards dans des conditions d'assaut. Recommande une enquête immédiate sur les méthodes d'entraînement américaines et d'éventuelles améliorations technologiques des armes d'infanterie standard. Ce que l'oberlieutenant Richter avait vu n'était pas une amélioration technologique ou de nouvelles armes. C'était le résultat du programme d'entraînement au tir le plus rigoureux et le plus complet jamais développé pour les forces d'infanterie générale. Un programme qui avait été perfectionné pendant des décennies, qui traitait le tir au fusil non pas comme une compétence de base, mais comme le fondement fondamental de l'identité du corps des marines. Un programme que les services de renseignement allemands concluraient finalement comme étant si efficace qu'il semblait défier les limitations humaines naturelles. La base de l'excellence du tir des marines a été établie en 1911, lorsque le corps des marines a adopté un programme officiel d'entraînement au tir basé sur des principes développés au champ de tir de la base du corps des marines de Quantico. Contrairement à l'entraînement de l'armée qui traitait la qualification au fusil comme une composante parmi d'autres de l'entraînement de base, le corps des marines a fait du tir la pièce maîtresse de l'entraînement initial et du développement professionnel continu. Chaque recrue des marines, quelle que soit sa spécialité professionnelle militaire future, passait 3 semaines de l'entraînement de base exclusivement, consacré au tir. Non pas 3 jours, non pas une semaine, 3 semaines complètes. 21 jours dédiés uniquement à la compréhension, à la pratique et à la maîtrise des principes fondamentaux du tir au fusil. Cela représentait environ 25% du temps total de l'entraînement de base, une proportion qui a choqué les observateurs militaires d'autres nations qui allouaient généralement 5 à 7% de l'entraînement de base à la qualification aux armes. La méthodologie d'entraînement était révolutionnaire. Les recrues ne commençaient pas par tirer avec des fusils. Elles commençaient par apprendre le contrôle de la respiration, la mécanique de la pression sous la détente, la théorie de l'alignement de la visée et le positionnement du corps. Pendant les 5 premiers jours de l'entraînement au tir, les recrues ne touchaient jamais de munitions réelles. Elles tiraient à sec des milliers de fois, développant une mémoire musculaire pour un contrôle parfait de la détente. Elles pratiquaient des techniques de respiration jusqu'à ce qu'elles puissent ralentir leur rythme cardiaque sur commande. Elles étudiaient la balistique, les effets du vent et la trajectoire des balles. Le sergent-major Daniel Thompson, instructeur en chef de tir à Paris-Islande de 1937 à 1945, a expliqué la philosophie dans une interview de 1946. Nous n'enseignons pas aux marines à tirer. Nous leur enseignons à être des tireurs d'élite. La différence est fondamentale. Tirer, c'est appuyer sur la gâchette et espérer que la balle touche quelque chose. Le tir de précision, c'est comprendre exactement où la balle ira et la faire aller là de manière constante. Chaque marine doit être un tireur d'élite. Il n'y a pas d'exception. Un marine qui ne peut pas tirer avec précision n'est pas un marine. Cette approche absolutiste du tir a créé des attentes culturelles qui ont renforcé l'entraînement. Les marines qui ne parvenaient pas à se qualifier comme tireurs d'élite étaient recyclés dans l'entraînement jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau requis ou soient renvoyés du service. Il n'y avait pas de troisième option.
La norme de qualification minimale était de toucher 28 cibles sur 50 possibles à des distances allant de 200 à 500 yards en utilisant des mires métalliques. Tout résultat inférieur signifiait la répétition de l'entraînement. Mais la qualification minimale n'était qu'un début. On s'attendait à ce que les Marines continuent de s'améliorer tout au long de leur carrière. La requalification annuelle était obligatoire pour tous les Marines, quel que soit leur grade ou leur spécialité. Un officier général qui ne pouvait pas maintenir sa qualification au tir pouvait être relevé de son commandement. Un commis qui ne s'attendait jamais à voir le combat passait quand même une journée par mois au champ de tir pour maintenir ses compétences. Les résultats de cet entraînement sont devenus apparents dès les premières campagnes du Pacifique. À Guadalcanal, en août 1942, les fusiliers de la première division des Marines ont atteint des taux de réussite documentés qui ont stupéfié les commandants japonais. Les Marines engageant des positions japonaises à des distances de 400 à 600 yards atteignaient des probabilités de coup au but au premier tir dépassant 60%. L'entraînement d'infanterie standard dans la plupart des armées produisait des probabilités de coup au but au premier tir de 15 à 20% à ces distances. Le lieutenant-colonel Merritt Edson, commandant le 1er bataillon du 5e Marine, a consigné dans son rapport après action « Nos marines engagent et éliminent constamment des soldats ennemis à des distances où les forces ennemies ne croient pas qu'un tir de fusil précis soit possible. Les soldats japonais s'exposeront à 400 yards parce qu'ils ne s'attendent pas à être touchés à cette distance. Les marines les touchent constamment. L'effet psychologique est significatif. Les soldats ennemis qui se croient en sécurité ne le sont soudainement plus. Cela crée de l'hésitation et de la peur. Mais c'est à Tarawa, en novembre 1943, que le tir des Marines a vraiment choqué les observateurs ennemis. L'assaut sur l'île de Betio a obligé les Marines à avancer sur un terrain découvert étendu, sous le feu de positions japonaises fortifiées. La doctrine militaire traditionnelle soutenait que l'infanterie ne pouvait pas riposter efficacement en avançant dans ces conditions. Les Marines ont prouvé que cette doctrine était fausse. Le caporal James Davis, du 5e régiment de marine, a décrit l'assaut dans une interview d'après-bataille. Nous étions sous le feu d'un bunker en béton à environ 500 yards devant nous. La doctrine normale dit que vous vous mettez à l'abri et attendez un soutien d'artillerie ou de blindés. Mais nous sommes des marines. Nous avons riposté en avançant. Chaque escouade avait des gars qui pouvaient toucher les meurtrières de ce bunker à 400 yards. Nous avons mis assez de tirs précis dans ces meurtrières pour que les Japonais ne puissent pas nous engager efficacement. Au moment où nous avons atteint le bunker, nous l'avions déjà supprimé avec des tirs de fusil seuls. Les observateurs militaires allemands, y compris l'Oberleutnant Richter, n'avaient jamais vu l'infanterie supprimer des positions fortifiées en utilisant uniquement des tirs de fusil à ces distances. La pratique standard de la Wehrmacht était d'utiliser des mitrailleuses, des mortiers ou de l'artillerie pour la suppression, tandis que les fusiliers se rapprochaient à moins de 200 mètres. Le concept selon lequel des fusiliers individuels pouvaient obtenir des effets de suppression à 500 mètres semblait violer les principes du feu et de la manœuvre. Le rapport de Richter à Berlin comprenait des observations détaillées. Les Marines américains démontrent 3 capacités qui dépassent les normes de l'infanterie allemande. Premièrement, ils obtiennent des tirs précis depuis des positions instables, y compris debout, à genoux dans l'eau et en mouvement. L'entraînement allemand met l'accent sur le tir couché depuis des positions stables. Deuxièmement, ils engagent des cibles à des distances où la doctrine allemande préconise des armes servies par une équipe plutôt que des fusils. Troisièmement, ils maintiennent leur précision sous le feu direct, alors que la précision de la plupart des soldats se dégrade considérablement en raison du stress. Le renseignement allemand a d'abord rejeté ces rapports comme de l'exagération ou de la propagande. Mais à mesure que d'autres observateurs envoyaient des rapports similaires depuis différents champs de bataille du Pacifique, les analystes du renseignement ont commencé à enquêter. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les Marines américains avaient institutionnalisé l'entraînement au tir à un degré qu'aucune autre force militaire n'avait atteint. Un manuel d'entraînement des Marines capturés, obtenu par les services de renseignement allemands au début de 1944, a révélé l'étendue du programme. Le manuel, intitulé « Manuel de tir au fusil pour les Marines », faisait 236 pages. Les manuels équivalents allemands comptaient de 40 à 60 pages. Le manuel des Marines comprenait des chapitres sur des sujets avancés que les manuels allemands n'abordaient jamais. Tirer sous la pluie, tirer depuis des bateaux, tirer sur des cibles mobiles à des distances étendues, tirer de nuit en utilisant des points de référence de traceurs, tirer par grand vent, tirer en étant blessé. Les analystes allemands ont noté que le manuel des Marines traitait de scénarios comme normaux, que la doctrine allemande considérait comme exceptionnelle. L'entraînement allemand préparait les soldats à tirer depuis des positions couchées sur des cibles fixes par temps clair à des distances inférieures à 300 mètres.
L'entraînement des marines préparait les marines à tirer depuis n'importe quelle position sur n'importe quelle cible par n'importe quel temps à n'importe quelle distance jusqu'à 600 mètres. La différence de portée était fondamentale, mais le manuel seul n'expliquait pas les résultats extraordinaires. Le renseignement allemand voulait comprendre comment les marines atteignaient des niveaux de précision que les soldats allemands ne pouvaient égaler, malgré la réputation d'excellence militaire de la Wehrmacht. La réponse résidait dans la quantité et la qualité des munitions d'entraînement allouées au développement du tir. Pendant l'entraînement de base du corps des marines, chaque recrue tirait un minimum de 250 cartouches lors de la qualification officielle. Mais l'allocation totale de munitions pour l'entraînement au tir était de plus de 500 cartouches par recrue. Les recrues tiraient 250 cartouches supplémentaires lors de l'entraînement préliminaire, des séances d'entraînement et de l'entraînement de rattrapage. Ce total de 500 cartouches par recrue était environ 5 fois l'allocation de munitions dans l'entraînement de base allemand. La disparité s'est poursuivie tout au long de la carrière des marines. Chaque marine tirait un minimum de 120 cartouches par an pour la requalification. Les marines des spécialités d'infanterie tiraient de 200 à 300 cartouches supplémentaires par an lors de l'entraînement de l'unité. Sur un engagement de 4 ans, un fusilier de marine moyen tirait environ 1200 cartouches à l'entraînement, sans compter les dépenses de combat. Les soldats allemands, en comparaison, tiraient environ 200 cartouches pendant l'entraînement de base et peut-être 50 cartouches par an par la suite. Sur 4 ans, les soldats allemands tiraient environ 400 cartouches au total à l'entraînement. Les marines tiraient 3 fois plus de munitions à l'entraînement que les soldats allemands, créant une mémoire musculaire et des compétences que l'entraînement allemand ne pouvait égaler. Mais la quantité seule n'expliquait pas la supériorité des marines. La qualité de l'entraînement comptait tout autant. L'entraînement au tir des marines mettait l'accent sur des principes fondamentaux que d'autres armées traitaient comme des techniques avancées. Le concept de point de visée naturel, garantissant que le fusil s'aligne naturellement sur la cible lorsque le corps est détendu, était enseigné à chaque recrue des marines. L'entraînement allemand mentionnait brièvement ce concept, mais ne soulignait pas son importance. Le corps des marines a également reconnu que le tir sous le stress exigeait un entraînement spécifique. À partir de 1938, les marines ont commencé à intégrer l'inoculation au stress dans l'entraînement au tir. Les recrues s'entraînaient à tirer pendant que les instructeurs criaient, pendant que des explosions détonaient à proximité, pendant qu'elles étaient physiquement épuisées par la course. Le but était de maintenir la précision dans des conditions qui imitaient le stress du combat. Le sergent Davis, qui a survécu à Tarawa et a combattu plus tard à Seppan et Iwo Jima, a expliqué la différence que cet entraînement a faite. Quand vous êtes sous le feu, la précision de la plupart des soldats s'effondre parce qu'ils ont peur et que leur adrénaline pompe. Les marines s'entraînent si souvent sous un stress simulé que le stress du combat devient juste un autre jour d'entraînement. Vos mains tremblent un peu, votre cœur bat la chamade, mais vous avez déjà ressenti ça au champ de tir. Vous savez que vous pouvez toujours toucher des cibles même si vous avez peur. Cette connaissance vous garde assez calme pour tirer avec précision. Si vous appréciez cette incroyable histoire d'excellence militaire, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Nous découvrons les programmes d'entraînement et les tactiques militaires les plus incroyables qui ont changé le combat pour toujours. Plus de contenu incroyable à venir. Les résultats de cette doctrine d'entraînement sont devenus de plus en plus apparents à mesure que la guerre du Pacifique progressait. À Peleliu en septembre 1944, la première division des marines a affronté des défenseurs japonais qui avaient étudié les tactiques américaines et développé des contre-mesures. Les commandants japonais ont compris que les marines attaqueraient agressivement les positions fortifiées. Ils ont préparé de vastes systèmes de grottes et de bunkers conçus pour résister à la puissance de feu américaine typique. Mais la planification japonaise n'avait pas tenu compte du tir des marines. Lorsque les soldats japonais s'exposaient pour tirer sur les marines, ils étaient engagés et touchés à des distances dépassant 500 mètres. Les équipes de mitrailleuses qui tentaient d'installer des positions étaient éliminées avant même de pouvoir commencer à tirer efficacement. Les officiers japonais qui tentaient de coordonner les défenses depuis des points d'observation étaient abattus par des marines qui pouvaient identifier et engager des individus spécifiques dans un terrain complexe à des distances étendues. Le major-général William Rupertu, commandant de la première division des marines, a écrit dans son rapport après action « Les défenseurs japonais à Peleliu étaient bien entraînés et excellemment positionnés. Les tactiques d'assaut traditionnelles auraient entraîné des pertes inacceptables. Le tir des marines nous a fourni l'avantage dont nous avions besoin. Nos fusiliers ont constamment engagé et éliminé des menaces spécifiques à des distances où les forces ennemies se croyaient en sécurité. Cela nous a permis de manœuvrer avec moins de pertes que ce qui aurait été possible autrement.
Les rapports des services de renseignement allemands de la fin de 1944 ont commencé à utiliser un langage extraordinaire pour décrire le tir des marines. Un rapport déclarait « La précision des tirs de fusil des marines américains dans des conditions de combat approche des niveaux de performance que l'on croyait auparavant réalisables uniquement par l'utilisation intensive de fusils de tireurs d'élite spécialisés. Les marines utilisant des fusils M1 Garand standard atteignent une précision comparable à celle des soldats allemands utilisant des fusils carabinés 98K avec des lunettes télescopiques. Cette capacité ne peut s'expliquer par la seule supériorité des armes. Les méthodes d'entraînement américaines produisent des soldats individuels dont les compétences de tir dépassent de manière significative les résultats de l'entraînement allemand. Un autre rapport est allé plus loin. Le corps des marines américains a créé une catégorie de soldats que la théorie militaire conventionnelle suggère ne devrait pas exister. La science militaire soutient que le tir de précision sous le stress du combat nécessite des années d'expérience et une aptitude spécialisée. Les Américains produisent ces capacités chez tous les marines grâce à des méthodes d'entraînement dont l'efficacité semble défier les limites de l'apprentissage humain. Le personnel allemand rapporte constamment que l'engagement de marines américains en combat au fusil entraîne des pertes allemandes disproportionnées. Les marines semblent toucher des cibles que le tir de riposte ne peut pas engager efficacement. Début 1945, le renseignement allemand utilisait une terminologie qui suggérait que ses analystes trouvaient le tir des marines presque surnaturel. Un rapport rédigé par l'Oberst Hans Müller, chef de l'analyse du renseignement allemand du Pacifique, déclarait « Les capacités de tir des marines américains doivent être comprises non pas comme un simple entraînement supérieur, mais comme une application systématique de principes qui dépassent la compréhension de la science militaire allemande. Que ces capacités résultent de techniques d'entraînement non découvertes, d'améliorations technologiques inconnues ou simplement de facteurs culturels que le renseignement allemand ne peut pas évaluer de manière adéquate. L'effet pratique est que les marines atteignent des ratios d'efficacité au combat dans les engagements au fusil qui semblent défier les probabilités. » Le terme qui est finalement apparu dans les rapports allemands était « Hexerei » ou « sorcellerie ». Les soldats et les officiers allemands, incapables d'expliquer comment les marines atteignaient une précision que leur entraînement et leur expérience suggéraient comme impossible, ont commencé à l'attribuer à des causes surnaturelles. Ce n'était pas une croyance littérale en la magie. C'était la reconnaissance que les marines obtenaient des résultats qui dépassaient la compréhension allemande de ce que l'entraînement pouvait accomplir. Les forces japonaises ont eu des réactions similaires, bien que leur terminologie ait différé. Les soldats japonais appelaient les fusiliers de marine Oni no Shageki, ou tireurs démoniaques. Les rapports après action japonais notaient constamment que les marines américains engageaient des cibles à des distances où l'entraînement japonais indiquait que le tir de riposte serait inefficace. Les soldats japonais qui s'exposaient à 400 ou 500 mètres, croyant être hors de portée efficace des fusils, étaient abattus par des marines qui considéraient ces distances comme des distances d'engagement de routine. La base technique du tir des marines était le fusil Springfield M1903 utilisé tout au long des premières campagnes du Pacifique, puis le fusil semi-automatique M1 Garand. Aucune de ces armes n'était intrinsèquement plus précise que les fusils allemands. Le Springfield et le carabiné 98K avaient un potentiel de précision comparable. L'action semi-automatique du M1 Garand réduisait potentiellement la précision par rapport au fusil à verrou en raison de l'augmentation des pièces mobiles. Mais les marines ont maximisé les capacités des armes grâce à un entraînement qui leur a appris à exploiter tous les avantages. La longueur du canon du Springfield, 61 cm, offrait une excellente vitesse et trajectoire. Les marines ont appris à calculer la chute de la balle à des distances étendues et à ajuster leur visée en conséquence. Le clip de 8 cartouches du M1 Garand permettait un engagement rapide de plusieurs cibles. Les marines se sont entraînées à tirer des coups de feu visés en succession, rapides plutôt que de pulvériser des munitions. Le caporal Eugene Sledge, de la première division des marines, a décrit l'approche des marines en matière d'emploi du fusil dans ses mémoires, With Oilbreed. Chaque marine comprend que son fusil est son arme principale, quelles que soient les armes de soutien disponibles. On ne pulvérise pas de balles en espérant toucher quelque chose. Chaque tir est visé. Chaque tir a un but. On identifie une cible. On vise avec soin. On tire lorsque sa respiration est contrôlée et que sa visée est parfaite. Ensuite, on identifie la cible suivante et on répète. La vitesse vient de la pratique, pas de la précipitation des fondamentaux. Cette approche disciplinée du tir au fusil contrastait fortement avec les tactiques employées par des forces moins entraînées. Les unités de l'armée avec une formation limitée au tir comptaient souvent sur le volume de feu, tirant à plusieurs reprises sur des zones cibles plutôt que sur des cibles spécifiques. Cette approche de pulvérisation et prière consommait d'énormes munitions tout en obtenant des résultats limités. Les marines tiraient moins de coups de feu mais touchaient plus de cibles.
Les statistiques sur l'efficacité des munitions étaient remarquables. Pendant la campagne de Guadalcanal, la première division des marines a dépensé environ 4 millions de cartouches de fusil en 6 mois de combat. Ils ont revendiqué environ 7500 ennemis tués confirmés avec des fusils. Cela équivalait à environ 530 cartouches par mort confirmée. Les forces allemandes sur le front de l'Est, en comparaison, ont dépensé environ 1000 à 1500 cartouches par mort confirmée. Mais la performance individuelle des marines était encore plus impressionnante. Le sergent Michel Page, qui a reçu la médaille d'honneur à Guadalcanal, a rapporté avoir dépensé environ 400 cartouches de fusils et de mitrailleuses en engageant les forces japonaises au cours d'une seule bataille nocturne. Son unité a estimé avoir infligé plus de 100 pertes au cours de cet engagement. La précision de Page, même avec une mitrailleuse sous un stress extrême, a dépassé un taux de réussite de 40%. La démonstration la plus extraordinaire de l'adresse au tir des marines a eu lieu à Iwo Jima en février 1945. Le terrain de l'île offrait une couverture minimale et les défenseurs japonais occupaient des positions préparées dans des grottes et des bunkers. Les marines avançant à découvert étaient exposées à un feu intense depuis des positions élevées. La doctrine militaire traditionnelle suggérait que ce scénario était presque ingagnable pour les attaquants. Les marines ont surmonté ces désavantages grâce à un tir de précision que les défenseurs japonais ne pouvaient égaler. Lorsque les soldats japonais tiraient depuis les entrées de grottes ou des meurtrières de bunkers, les marines ripostaient avec des tirs qui frappaient les ouvertures avec une précision qui supprimait ou éliminait les défenseurs. Le lieutenant-colonel Justy Chambers, de la 3e division des marines, a décrit la tactique. Les positions japonaises étaient expertement visées avec d'excellents champs de tir. Mais ils devaient s'exposer pour nous tirer dessus. Quand ils s'exposaient, nos marines les touchaient. Un soldat japonais tirant depuis une entrée de grotte à 300 yards présentait une cible d'environ 30 cm sur 45 cm. Les marines touchaient constamment ces cibles. Les Japonais n'en revenaient pas. Ils s'exposaient, tiraient une rafale et prenaient une balle d'un fusilier de marine avant de pouvoir se remettre à l'abri. Après un certain temps, ils sont devenus hésitants à tirer du tout. Les observateurs allemands n'étaient plus présents à Iwo Jima, mais les rapports de renseignement des batailles précédentes étaient déjà parvenus à des conclusions définitives. Une évaluation classifiée du renseignement de la Wehrmacht de janvier 1945 déclarait « Les capacités de tir au fusil des marines américains représentent l'avantage le plus significatif en matière d'armes légères que possède toute force militaire dans le conflit mondial actuel. Les marines atteignent des normes de précision dans des conditions de combat que l'entraînement allemand ne peut reproduire. Recommande un examen complet de la doctrine d'entraînement de l'infanterie allemande pour incorporer les méthodes américaines si possible. » Cependant, l'évaluation suggère que les résultats américains peuvent dépendre de facteurs culturels et d'une allocation de ressources que l'armée allemande ne peut égaler dans les contraintes stratégiques actuelles. Cette conclusion, selon laquelle l'armée allemande ne pouvait pas égaler le tir des marines même si elle comprenait les méthodes d'entraînement, reflétait plusieurs réalités. Premièrement, les munitions requises pour un entraînement de niveau marine dépassaient la capacité industrielle de l'Allemagne. L'Allemagne ne pouvait pas allouer 500 cartouches par recrue alors que les munitions étaient désespérément nécessaires sur les fronts de combat. Deuxièmement, le temps requis pour l'entraînement des marines dépassait ce que l'Allemagne pouvait se permettre. 3 semaines consacrées uniquement au tir signifiaient 3 semaines sans entraîner d'autres compétences essentielles. Troisièmement, l'accent culturel que les marines mettaient sur le tir au fusil comme identité plutôt que comme compétence ne pouvait pas être fabriqué par des changements de politique. La culture institutionnelle du corps des marines traitait le tir au fusil comme indissociable de l'identité des marines. La phrase « chaque marine est un fusilier » n'était pas une aspiration. C'était une définition. Un marine qui ne pouvait pas tirer avec précision ne remplissait pas son obligation fondamentale envers le corps. Cela créait une pression sociale et une motivation personnelle que l'entraînement formel ne pouvait pas reproduire. Le soldat de première classe Robert Lecky, de la première division des marines, a expliqué ce facteur culturel dans ses mémoires « Elle met fort my PO ». Être un marine signifie être capable de tirer. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on est bon ou pas bon. C'est ce que vous êtes. Quand vous ne pouvez pas bien tirer, vous avez l'impression de laisser tomber tous les marines qui vous ont précédé. Ce sentiment vous pousse à vous entraîner, à vous améliorer, à maintenir vos compétences même quand personne ne regarde. Le corps des marines n'a pas à forcer les marines à s'entraîner au tir. Les marines s'entraînent parce qu'être un bon tireur fait partie de ce que signifie être un marine. Cette motivation intrinsèque a créé des résultats d'entraînement que l'application descendante n'aurait pas pu atteindre. Les marines s'entraînaient au tir pendant leur temps libre parce qu'ils voulaient s'améliorer, non pas parce qu'ils étaient obligés de s'améliorer.
Ils s'entraidaient à développer leurs compétences par le biais du coaching par les pairs. Ils se mesuraient de manière informelle pour voir qui pouvait obtenir les meilleurs scores. La combinaison de l'entraînement institutionnel et de la motivation culturelle a produit des résultats qui dépassaient ce que l'entraînement seul pouvait accomplir. À la fin de la guerre, le tir des marines avait atteint un statut quasi mythique, tant chez les Alliés que chez les ennemis. Les commandos britanniques s'entraînant avec les forces américaines ont spécifiquement demandé une instruction sur les techniques de tir des marines. Les observateurs militaires soviétiques assistant aux briefings alliés ont posé des questions détaillées sur les méthodes d'entraînement des marines. Les forces nationalistes chinoises ont demandé des instructeurs de tir des marines pour former leurs unités. Cliquez sur ce bouton d'abonnement pour voir d'autres histoires incroyables d'excellence militaire. Nous vous présentons les programmes d'entraînement et les tactiques qui ont changé la guerre pour toujours. Ne manquez pas de contenu incroyable. Les forces japonaises, qui ont affronté les marines à plusieurs reprises tout au long de la guerre du Pacifique, ont développé des tactiques spécifiquement destinées à éviter les engagements au fusil avec les marines. La doctrine japonaise a évolué pour mettre l'accent sur le combat rapproché, les attaques de nuit et les défenses préparées qui minimisaient l'exposition aux tirs de fusil des marines. Un manuel tactique japonais capturé de la fin de 1944 comprenait des directives spécifiques. Les fusiliers de marine américains atteignent une précision à des distances étendues qui rend l'exposition pendant les opérations de jour extrêmement dangereuse. Les unités doivent effectuer des mouvements de nuit lorsque c'est possible. Lorsque le mouvement de jour est nécessaire, utilisez une couverture maximale disponible et évitez d'exposer le personnel à des distances dépassant 200 mètres, où l'avantage de précision américain est le plus prononcé. L'ironie, c'est que l'entraînement au tir des marines mettait l'accent sur les engagements exactement aux distances que les forces japonaises essayaient d'éviter. La qualification au fusil standard du corps des marines comprenait des cibles à 200, 300 et 500 yards. Les cibles de 500 yards, soit environ 450 mètres, exigeaient des compétences que la plupart des forces militaires considéraient comme des capacités de tireurs d'élite spécialisés. Les marines les considéraient comme des compétences de base de fusiliers. Les aspects techniques du tir à ces distances étendues exigeaient une compréhension de la balistique que l'entraînement d'infanterie typique n'abordait pas. À 500 yards, une balle d'un fusil M1 Garand tombait d'environ 1,73 mètres en dessous de la ligne de mire. Les marines apprenaient à viser environ 1,7 mètres au-dessus de la cible pour compenser cette chute. Ils apprenaient également à tenir compte de la dérive du vent, qui pouvait pousser les balles de plusieurs pieds hors de la cible à des distances étendues. Le sergent-chef Carlos Adcock, qui deviendra plus tard l'un des tireurs d'élite les plus célèbres du corps des marines au Vietnam, a décrit la base que ses compétences ont fournie. Les marines apprennent à tirer à 500 yards à l'entraînement de base. La plupart des tireurs d'élite des autres services n'engagent jamais de cible au-delà de 400 mètres. Les marines commencent avec des capacités que d'autres forces considèrent comme avancées. Quand les marines deviennent des tireurs d'élite, nous nous appuyons sur des fondamentaux que la plupart des soldats ne développent jamais. C'est pourquoi les tireurs d'élite des marines ont historiquement atteint des taux de réussite plus élevés que les tireurs d'élite d'autres services. Nous ne sommes pas plus talentueux. Nous avons une meilleure formation de base. L'impact à long terme de l'entraînement au tir des marines s'est étendu bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les techniques développées et affinées pendant cette période sont devenues le fondement de l'entraînement aux armes légères dans toutes les forces armées américaines. L'entraînement au tir de l'armée a été révisé dans les années 1950 pour incorporer les méthodes du corps des marines. Les fondamentaux enseignés aux recrues des marines à Paris-Islande sont devenus les fondamentaux enseignés à tous les membres des services américains. L'entraînement au tir militaire américain moderne, quelle que soit la branche de service, tire sa lignée directement des méthodes du corps des marines développées entre 1911 et 1945. L'accent mis sur les fondamentaux avant le tir à balles réelles, la pratique intensive du tir à sec, l'inoculation au stress, les exigences de qualification à longue portée, tout cela est originaire de la doctrine d'entraînement du corps des marines. L'impact culturel a été tout aussi significatif. La phrase « Chaque marine est un fusilier » est devenue l'une des déclarations déterminantes de l'identité du corps des marines. Elle communiquait que, quelle que soit la spécialité, chaque marine maintenait sa préparation au combat par sa compétence au fusil. Cette attente a créé une culture organisationnelle où le tir n'était pas une compétence spécialisée, mais une exigence universelle. Des années après la guerre, les analystes militaires allemands menant des évaluations d'après-guerre de l'efficacité au combat américaine ont constamment identifié le tir des marines comme l'un des multiplicateurs de force les plus importants du théâtre du Pacifique. Une étude de la Bundeswehr de 1953 intitulée « L'efficacité militaire américaine dans les opérations du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale » a consacré un chapitre entier à l'entraînement au tir des marines et à ses implications tactiques.
L'étude a conclu, le tir au fusil du corps des marines américains représentait un avantage qualitatif qui compensait les avantages quantitatifs et positionnels détenus par les défenseurs japonais. Les marines ont atteint des ratios d'échange de pertes dans les engagements au fusil qui dépassaient ceux atteints par les forces allemandes combattant des forces soviétiques numériquement et qualitativement inférieures. Cette efficacité résultait principalement d'une doctrine d'entraînement qui allouait des ressources au développement du tir bien au-delà de la pratique militaire standard. Les forces allemandes n'auraient pas pu égaler le tir des marines américains dans les contraintes de ressources et de temps existants des systèmes d'entraînement de la Wehrmacht. Cette conclusion, selon laquelle l'armée allemande n'aurait pas pu reproduire les résultats des marines même si elle avait compris les méthodes, reflétait l'exhaustivité de l'approche des marines. Le tir n'était pas une compétence parmi d'autres. C'était la compétence centrale sur laquelle toutes les autres capacités des marines étaient construites. Cette priorisation exigeait un engagement institutionnel que d'autres armées n'avaient pas fait. Les marines individuelles qui ont illustré cette excellence du tir sont souvent devenues des légendes au sein du corps. Le sergent John Basilone, qui a reçu la médaille d'honneur à Guadalcanal, était réputé pour sa précision avec les fusils et les mitrailleuses qui semblaient impossibles dans des conditions de combat. Pendant la bataille de Henderson Field, Basilone a engagé les forces japonaises toute la nuit, tirant des milliers de cartouches tout en atteignant des taux de réussite que les survivants ont estimés à plus de 50%. Le sergent d'artillerie Manila John Basilone, avant sa mort à Iwo Jima, était devenu le tireur d'élite le plus célèbre du corps des marines. Sa capacité à maintenir sa précision pendant un combat soutenu sous un stress qui dégraderait les performances de la plupart des soldats a démontré ce que l'entraînement des marines pouvait accomplir. Basilone a entièrement attribué ses compétences à l'entraînement, déclarant aux intervieweurs « Je ne suis pas spécial. Je suis juste un marine qui a pratiqué ce qu'on m'a appris. Chaque marine peut tirer comme je tire s'il pratique les fondamentaux. » Cette humilité était caractéristique de la culture des marines. Les marines qui ont accompli des exploits de tir extraordinaires ont crédité leur entraînement plutôt que leur talent personnel. Cette attribution a renforcé le message institutionnel selon lequel n'importe quelle marine pouvait atteindre ces résultats, grâce à un dévouement aux fondamentaux et à une pratique continue. L'évolution technique de l'entraînement au tir des marines s'est poursuivie après la Seconde Guerre mondiale. Le M1 Garand a finalement été remplacé par le M14, puis par le fusil M16. La doctrine d'entraînement s'est adaptée aux nouvelles armes tout en maintenant l'accent sur les fondamentaux. Les principes de base sont restés inchangés. Chaque marine doit être un fusilier. Le tir est le fondement de l'efficacité au combat des marines. La précision importe plus que le volume de feu. L'entraînement au tir moderne du corps des marines, mené dans les dépôts de recrues de Paris-Islande et de San Diego, consacre toujours 3 semaines de l'entraînement de base exclusivement à la qualification au fusil. Les recrues tirent toujours plus de 500 cartouches pendant cet entraînement. Les techniques fondamentales enseignées aujourd'hui, contrôle de la respiration, pression sur la détente, alignement de la visée, point de visée naturel, sont identiques aux techniques enseignées en 1943. L'héritage du tir des marines de la Seconde Guerre mondiale perdure chez chaque marine qui se qualifie avec un fusil. Les normes établies par les marines à Guadalcanal, Tarawa, Peleliu et Iwo Jima restent les normes que les marines modernes s'efforcent d'atteindre. Les Allemands, qui l'appelaient de la sorcellerie, ne pouvaient pas comprendre comment les Américains obtenaient ces résultats. La réponse n'a jamais été surnaturelle. C'était un engagement institutionnel envers l'excellence dans les compétences fondamentales, maintenu pendant des décennies, incarné dans une identité culturelle. La réalité mathématique du tir des marines était simple. Plus d'entraînement produisait de meilleurs résultats. 500 cartouches par recrue produisaient des marines plus précis que 200 cartouches par recrue. 3 semaines d'entraînement au tir dédié produisaient des marines plus précis que 5 jours d'entraînement. La requalification annuelle maintenait des compétences qui se dégradaient sans pratique. Le mystère n'était pas de savoir comment les marines atteignaient une précision extraordinaire. Le mystère était de savoir pourquoi d'autres armées n'investissaient pas des ressources comparables dans l'entraînement au tir. La réponse résidait dans des philosophies militaires différentes. La plupart des armées traitaient les soldats individuels comme des pièces interchangeables dans des formations plus grandes. La précision du fusil individuel importait moins que la puissance de feu collective. Les armes servies par une équipe mitrailleuse, mortier et artillerie fournissaient la véritable puissance de destruction. Les fusiliers existaient principalement pour localiser des cibles pour ces armes et pour tenir le terrain après que des armes plus lourdes aient supprimé les ennemis. Le corps des marines a rejeté cette philosophie. Les marines croyaient que des fusiliers individuels bien entraînés, travaillant ensemble, pouvaient obtenir des effets qui dépassaient ce que les armes servies par une équipe fournissaient. Un peloton de 40 marines,
chacun capable de toucher des cibles à 500 yards, représentait un niveau de létalité que les forces ennemies ne pouvaient pas égaler avec des formations d'infanterie typiques. Cela exigeait de considérer les marines comme des professionnels qualifiés irremplaçables plutôt que comme des pièces remplaçables. Les résultats ont justifié cette philosophie. Les unités de marine ont constamment atteint des ratios d'échange de pertes qui dépassaient ceux d'autres forces américaines et alliées. Les marines ont subi moins de pertes tout en infligeant de plus grandes pertes aux forces ennemies. Le principal facteur était le tir. Les marines touchaient ce qu'ils visaient. Les forces ennemies, même les soldats allemands et japonais bien entraînés, ont atteint des taux de réussite inférieurs qui ont entraîné un tir moins efficace. Dans son rapport final avant de retourner en Allemagne au début de 1944, l'oberlieutenant Richter a résumé ce qu'il avait observé. Les marines américains représentent un phénomène militaire unique. Ce ne sont pas des forces d'élite au sens traditionnel du terme, avec un recrutement très sélectif et des missions spécialisées. C'est de l'infanterie générale qui reçoit un entraînement qui produit des capacités généralement associées aux forces d'élite. La clé de leur efficacité est un engagement institutionnel envers le tir comme identité fondamentale plutôt que comme compétence supplémentaire. L'excellence militaire allemande est bâtie sur la sophistication tactique, l'art opérationnel et la planification stratégique. L'excellence des marines américains est bâtie sur le fait de s'assurer que chaque marine peut tirer avec précision dans n'importe quelle condition. Les deux approches fonctionnent. Mais en combat au fusil au niveau de la compagnie et du peloton, le tir des marines américains offre un avantage décisif que les tactiques allemandes ne peuvent pas contrer entièrement. Cette conclusion, selon laquelle la compétence individuelle pouvait l'emporter sur la sophistication tactique, a remis en question la culture militaire allemande. La Wehrmacht se targuait de son excellence tactique et de son innovation opérationnelle. L'idée que les marines américains, avec des tactiques plus simples mais un tir supérieur, pouvaient vaincre les forces allemandes en combat d'infanterie contredisait l'image que les Allemands se faisaient d'eux-mêmes comme la meilleure force de combat du monde. Mais les résultats sur le champ de bataille ne mentaient pas. Lorsque les forces allemandes ont affronté des marines américains dans des engagements limités à la fin de la guerre, comme le faisaient parfois des conseillers allemands auprès des forces japonaises, les pertes allemandes dues au tir de fusil dépassaient tout ce qui avait été connu sur d'autres fronts. Les marines ont tué des soldats allemands à des distances où le tir de riposte était inefficace. Les marines ont engagé et éliminé des menaces spécifiques avant que les soldats allemands ne puissent identifier d'où venaient les tirs. Les marines ont maintenu un tir précis dans des conditions où l'entraînement allemand prévoyait que la précision s'effondrerait. Le terme « Exray » ou « sorcellerie » a capturé la frustration allemande face à des capacités qui ne pouvaient ni expliquer ni contrer. Ce n'est pas que les Allemands croyaient que les marines utilisaient de la magie réelle. C'est que le tir des marines dépassait la compréhension allemande de ce que l'entraînement humain pouvait accomplir. Dans le cadre militaire allemand, les résultats que les marines obtenaient auraient dû être impossibles. Par conséquent, ils semblaient surnaturels. La réalité était plus banale et plus impressionnante. Les marines ont obtenu des résultats extraordinaires grâce à un entraînement complet, une pratique continue, un accent culturel sur les compétences fondamentales et un engagement institutionnel, maintenu pendant des décennies. Il n'y avait pas de technique secrète. Il n'y avait pas d'avantage technologique. Il y avait simplement un dévouement à l'excellence dans le tir de base qui dépassait ce que toute autre force militaire avait tenté. Les Allemands l'appelaient de la sorcellerie parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre l'engagement en matière d'entraînement requis pour atteindre ces résultats. Ils ont vu les résultats des marines touchant des cibles à des distances impossibles dans des conditions impossibles, sans comprendre les milliers de cartouches d'entraînement et les centaines d'heures d'entraînement qui ont produit ces capacités. De l'extérieur, cela ressemblait à de la magie. De l'intérieur, c'était simplement ce qui se passait lorsque vous consacriez 3 semaines de l'entraînement de base au tir et faisiez de la compétence au fusil la caractéristique déterminante de votre service. Aujourd'hui, près de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'entraînement au tir du corps des marines perpétue cette tradition. Chaque recrue des marines obtient toujours le titre en démontrant sa compétence au fusil. Chaque marine se requalifie toujours annuellement. Chaque marine incarne toujours le principe selon lequel le tir n'est pas une spécialité, mais une identité. Les Allemands qui l'appelaient de la sorcellerie sont partis depuis longtemps. Mais les méthodes d'entraînement qu'ils ne pouvaient pas comprendre produisent toujours des marines dont la précision au fusil dépasse ce que la plupart des forces militaires considèrent comme possible. L'héritage de ces marines de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont abattu des défenseurs japonais à 500 yards en étant debout dans les vagues, qui ont supprimé des bunkers avec des tirs de fusil seuls, qui ont maintenu leur précision sous un stress qui aurait dû rendre la précision impossible, vit chez chaque marine moderne qui se qualifie comme expert. La tradition qu'ils ont établie, que chaque marine est un fusilier capable d'un tir extraordinaire, reste inchangée. Les normes qu'ils ont établies sont restées les normes. Les Allemands l'appelaient de la sorcellerie.
Les Japonais les appelaient des tireurs démoniaques. Les Marines l'appelaient entraînement et pratique. Quoi que vous l'appeliez, les résultats étaient indéniables. Les Marines américains de la Seconde Guerre mondiale ont atteint un niveau de tir qui a changé la façon dont les forces militaires pensaient aux capacités des soldats individuels. Ils ont prouvé qu'un entraînement complet pouvait produire des capacités que la théorie militaire conventionnelle suggérait comme impossibles. Ils ont démontré qu'un engagement institutionnel envers les compétences fondamentales pouvait créer des avantages décisifs sur le champ de bataille. La sorcellerie était en fait de la science. La science de l'entraînement au tir, perfectionnée au fil de décennies de développement. La science de la culture institutionnelle qui a renforcé les compétences par des attentes sociales. La science de la pratique et de la répétition qui a créé une mémoire musculaire et des réponses automatiques. La science de l'inoculation au stress qui a maintenu les performances dans des conditions qui dégradaient les capacités de la plupart des soldats. De la science, pas de la magie. Mais pour les observateurs allemands qui ne comprenaient pas l'entraînement, qui ne pouvaient pas imaginer l'allocation de ressources, qui ne comprenaient pas l'engagement culturel, cela ressemblait à de la sorcellerie. Et c'est peut-être le plus grand compliment. Lorsque votre ennemi, une force militaire professionnelle avec des siècles de tradition martiale, ne peut pas expliquer vos capacités dans son cadre de compréhension. Lorsqu'il recourt à une terminologie surnaturelle parce que les explications naturelles échouent, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Les Marines des États-Unis ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont créé un programme d'entraînement si efficace, si complet, si réussi que les Allemands, incapables de le comprendre, l'ont appelé de la sorcellerie. Ce programme existe toujours. Ces normes s'appliquent toujours. Chaque marine est toujours un fusilier. La tradition continue. Les Allemands l'appelaient de la sorcellerie. L'histoire l'appelle l'excellence. Les marines l'appellent mardi. Parce que pour le corps des marines des États-Unis, le tir extraordinaire n'a jamais été exceptionnel. C'était attendu. C'était requis. C'était ce que signifiait être un marine. Chaque marine, un fusilier. Chaque tir, visé et précis. Chaque cible, à n'importe quelle distance, dans n'importe quelle condition, atteignable. Ce n'était pas de la sorcellerie.